Mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Après des auditions portant sur un grand nombre de disciplines, nous abordons aujourd'hui le tennis en recevant virtuellement M. Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis, et Mme Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la Fédération. Madame, monsieur, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation avec Cédric Roussel pour cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Je souhaiterais, si vous le voulez bien, que vous nous dressiez un état des lieux de la diffusion du tennis dans notre pays, ainsi que ses perspectives et les défis qui attendent ce sport. Cette diffusion connaît, comme chacun le sait, d'importantes évolutions depuis quelques années avec l'arrivée d'Amazon sur les droits du tournoi de Roland-Garros. Peut-être pourrez-vous revenir sur ce point. Sans plus attendre, je vous cède la parole pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes qui sera suivi d'un échange avec le rapporteur de la mission, Cédric Roussel, et moi-même, et des questions-réponses avec les membres de cette mission. Vous avez la parole, Monsieur Gilles Moreton, Monsieur le Président. Bonjour, merci à toutes et à tous. Très rapidement, vous présentez la Fédération française de tennis. C'est une fédération qui a été créée en 1920 avec simplement 61 clubs à l'époque, 29 délégués, et qui aujourd'hui, en 2021, atteint 947 000 licenciés. C'est une fédération qui a été créée sous des statuts où on avait essentiellement le développement de nos clubs et le développement de la pratique, et qui, au fil des ans, s'est vu greffer un événement majeur qui est devenu, qui s'appelait les Internationaux de France de tennis, et qui, jusqu'en 1950, était un événement qui coûtait un peu d'argent à la fédération et qui, d'un seul coup, est devenu profitable au fil des ans, est devenu un événement majeur français et mondial. Donc l'évolution s'est faite assez vite, et simplement en 2016, donc assez récemment, les statuts de notre fédération ont été changés pour qu'ils soient inscrits à l'article 1, assurer la pérennité des Internationaux de France de tennis. Voilà, donc pour rapidement présenter notre fédération, on avait justement pendant l'événement de la semaine dernière à Bercy, le Rolex Paris Masters, on avait un congrès fédéral où on a présenté un petit peu la direction dans laquelle nous allons, avec une attention toute particulière. Alors, je ne sais pas si on diffuse en même temps nos slides. Est-ce qu'on a une petite présentation qu'on vous fait en même temps? Amélie, est-ce qu'on l'a? On va essayer. En tout cas, on a une attention toute particulière. Il ne faut pas oublier que cette fédération a été créée dans un premier temps pour des clubs et des licenciés, et qu'ensuite, avec des événements comme le Rolex Paris Masters, comme Roland-Garros, eh bien, cette fédération a grossi considérablement. La priorité reste nos clubs et nos licenciés, bien évidemment. On va aller sur les droits audiovisuels et les problèmes que nous rencontrons, mais la philosophie de notre club, c'est des bénévoles, la pratique. C'est une nouvelle activité qui s'appelle le paddle. Pour ceux, alors pas le paddle avec une planche et une rame. Le paddle, c'est une activité qui se joue sur un court relativement court avec des parois autour, et qui est en plein développement en Europe. On a aujourd'hui, on se dirige vers un nouveau public, un public avec plusieurs raquettes, le tennis, le paddle, le beach tennis fait partie de la fédération, et bien évidemment le para-tennis. Pour nous, c'est les différentes pratiques que compose la fédération française, et on se dirige vers un sport de balles et de raquettes, et raquettes multiples. On a souhaité, nous, mutualiser avec tous nos clubs les activités de façon à leur permettre, dans les territoires notamment carencés, de pratiquer et de mutualiser des activités, des enseignants, mais aussi toutes les structures administratives. On a bien évidemment, on fait appel au digital, qui est une activité très importante pour notre discipline. Et enfin, on a la volonté de développer nos recettes, avec notamment l'outil Roland-Garros qu'on utilisera probablement à l'année. Très important, on est sur une réflexion sur la réforme
de notre licence, puisqu'on a aujourd'hui une licence traditionnelle, mais on a énormément de pratiquants qui louent des tennis à l'heure, et puis des pratiquants nomades, énormément de cours de tennis en France. 25% de nos cours de tennis en France sont des cours municipaux ou qui n'appartiennent pas à la Fédération française de tennis. Je parle de 10 000 cours de tennis qui sont répartis en France et qui sont pas dans des clubs affiliés. Et donc, l'objectif pour nous, c'est de réunir toute cette communauté de gens qui jouent au tennis. On parle de près de 4 millions de joueurs de tennis qui jouent à la fois dans des clubs pour quasiment 1 million, mais d'autres qui jouent et qui pratiquent de façon libre le tennis. Un élément important, nous avons créé au sein de la fédération un fonds de dotation avec des actions qui sont menées dans différents domaines que vous voyez sur l'écran. D'abord, l'inclusion, un sujet très important. Nous avons déjà, grâce à Yannick Noah et Faites le Mur, une association qui œuvre dans les QPV. Nous avons énormément de pratiques dans ces quartiers et nous souhaitons développer le street tennis, le tennis pour tout et par tous. Voilà la philosophie, vous le voyez écrit en bas par la fédération, c'est-à-dire que nous allons aller dans la rue jouer au tennis au même titre que des enfants jouent au football librement. Nous allons aller auprès du grand public de façon à développer de façon importante le tennis. Donc tennis partout pour tous. On va créer d'ailleurs un championnat de France de tennis. Nous allons faire aujourd'hui ce que le gouvernement demande, en tout cas en matière de sport, le décloisonnement. Nous allons nous rapprocher d'autres fédérations pour développer notre activité. Je parle de la fédération notamment de roller et de skate, avec le lancement en 2022 d'un championnat de France qui sera un championnat de France de tennis, de street tennis, mais aussi en y associant le skate, ce qui est assez innovant en la matière, sur une cible de 8 à 15 ans. Et puis, dans nos clubs, rapprocher de la Fédération française d'échecs et probablement aussi le développement du e-sport qui est important. Donc, voilà un petit peu pour tout ce qu'on a sur le tennis inclusif. Je ne parle pas, bien évidemment, du para-tennis que nous allons développer et notamment de l'autisme qui est important et que nous pratiquons dans ce que nous avons mis sur l'inclusion avec un vecteur important. Sur la santé, c'est un atout important. Vous le savez, le tennis est un des sports recommandés pour la santé. Nous avons labellisé des clubs. Nous avons une formation toute spécifique pour les enseignants. Et aujourd'hui, le tennis santé, on a quasiment près de 400 clubs qui sont labellisés et qui œuvrent auprès des hôpitaux, auprès des EHPAD, pour permettre à des gens de venir jouer au tennis. L'éco-responsabilité est un élément aussi très fort pour nous, la transition écologique, avec sur nos événements, mais aussi dans les clubs, le tri des déchets. Nous sommes sur la création et probablement par le biais du Grand Est de la labellisation, un label pour nos clubs éco-responsables, recyclage de matériel, éco-certification. On utilise pour nos cours couverts énormément les panneaux photovoltaïques également. Donc un accent très important sur l'éco-responsabilité au sein de la Fédération française. L'éthique et l'intégrité sportive, même chose dans cette fondation que nous avons mis en place, ce fonds de dotation, qui s'appelle Club France Tennis. L'éthique et l'intégrité, alors, bon, bien évidemment, les paris sportifs, la lutte contre toute violence, notamment, il y a eu des cas sur la discrimination, les violences sexuelles. On va être associé à des personnes qui malheureusement ont été victimes, une association qui s'appelle Rebond en région parisienne, et nous allons faire de la prévention de partout dans nos clubs en France. On a 7500 clubs, de la prévention auprès des enseignants, auprès des parents, auprès des bénévoles et auprès bien évidemment des jeunes joueurs et joueuses. Et puis dans ce domaine-là qui est l'intégrité sportive, nous allons bien évidemment appliquer les consignes qui sont les vôtres, l'automatisation du contrôle de l'honorabilité de nos éducateurs et de nos bénévoles. Voilà bon pour cette partie qui est importante. Et enfin, l'art et la culture, puisque Roland Garros, vous le savez, a été associé très tôt avec des artistes pour les affiches de Roland Garros, mais aussi dans le stade avec des sculptures qui existent. Dernier point important, dernier slide important, Amélie, si on peut changer le dernier slide à évoquer,
avec vous concerne la modernisation de notre fédération, d'abord avec une activité très difficile, mais je pense qu'on vous le dira un peu plus tard, sur l'exercice 2020, où nous avons perdu 92 millions d'euros. La crise Covid a été pour nous dramatique. Pas de Roland-Garros en 2020, 2 Roland-Garros en 2021, de tout petits Roland-Garros. Donc, redressement exemplaire de nos comptes en 2021 avec un exercice qui sera quasiment à l'équilibre après avoir perdu 92 millions. Et puis, la volonté de modifier notre modèle économique. Et quelque part, on a conçu cette période difficile comme une opportunité pour nous pour revoir le modèle et puis avoir une efficacité sur l'euro investi et un petit peu d'économie à faire sur un certain nombre de sujets. La nécessité pour nous aussi d'aller chercher de nouvelles recettes, et vous le verrez sur le slide suivant, nous sommes dans une période compliquée parce que en concurrence avec d'autres grands tournois dans le monde. Alors d'abord sur la gauche, la volonté pour nous de créer et de nous rapprocher de nos pratiquants en créant un conseil national des présidents de clubs, des présidents de comités départementaux, de nos enseignants, la modernisation de nos statuts avec notamment le vote dématérialisé, le vote des clubs qui n'était pas appliqué dans la fédération, donc c'est en vraie réflexion sur nos statuts et règlements, et une plus grande mixité au sein de notre fédération. Je parle des dirigeants, mais aussi des enseignants et des pratiquants. Nous sommes uniquement à 30% de licenciés femmes à la fédération de tennis et c'est pas assez. Sur le dernier point, le slide sur la droite, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, après cette petite introduction, nous sommes en concurrence. D'abord, a été créé sur le plan international un groupe qui s'appelle le T7, le T7, avec les 7 acteurs que vous voyez, l'ATP, syndicat des joueurs, la WTA, des joueuses, l'ITF, Fédération internationale, et puis les 4 logos, l'US Open, l'Australian Open, Wimbledon et Roland-Garros. Et la compétition est difficile et lourde. Nous réfléchissons au sein de ce groupe à la gouvernance, au format, gouvernance mondiale, au format. Et dans ce domaine-là, nous sommes très sincèrement sur les droits de télévision. Nous sommes handicapés par rapport à nos collègues. Il y a une lutte qui est rude pour l'organisation de tournois. Nous sommes très, très performants à Roland-Garros et à la Fédération française de tennis sur un certain nombre de domaines, la billetterie, l'hospitalité, le partenariat, mais nous sommes en retard sur les droits de télévision. La contrainte chez nous, et vous le savez, c'est la contrainte d'un diffuseur sur le territoire français domestique qui nous oblige à manquer de compétitivité par rapport à nos collègues. Et je pense qu'on vous donnera, que ce soit Amélie ou Émilie qui est avec nous aussi, qui s'occupe des droits télévision, on va vous donner des précisions là-dessus, mais on a un réel retard et qui, au fil des ans, risque de se creuser. Et notre tournoi, qui est une pépite, je peux le dire sur le plan international, risque de perdre en qualité et de perdre en attractivité, de se faire distancer par les 3 autres tournois du Grand Chelem. Voilà pour cette petite introduction. Je vais laisser à Amélie le soin de rentrer dans un détail un peu plus précis sur les chiffres. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez une question à ce stade? Est-ce que vous voyez déjà correctement notre écran avec les slides qui défilent? Non, en fait, il faut que vous activiez le partage d'écran normalement en bas de votre Normalement, j'ai fait. de la fenêtre. Mais peut-être faut-il attribuer la nomination de l'animateur, non? Il faut nommer comme animatrice dans ce cas-là, non? Non, normalement c'est bon. Il suffit d'appuyer sur l'écran partagé et ensuite une fenêtre s'ouvre. Oui, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais paradoxalement. Et là, vous voyez toujours rien. Toujours rien. Est-ce que vous appuyez bien ensuite sur partager une fois la fenêtre ouverte? Oui, la fenêtre est ouverte, le PowerPoint est à l'écran. Je vais dans partager l'écran.
j'appuie sur Fenêtre. Je suis sur Microsoft PowerPoint, qui est le point à partager. Je partage. Et ça ne fonctionne pas. C'est pas... Là, il ne se passe rien. Je vais essayer une autre façon. Sinon, ce n'est pas grave, Amélie. Hein. On complétera, nous, avec les éléments que vous nous donnerez. Hein, désolé, alors j'ai commenté des slides sans que vous les ayez sous les yeux. Ce n'est pas facile pour vous. Vous deviez difficilement comprendre, mais bon. Là, il ne se passe toujours rien. Toujours rien. On va peut-être poursuivre, c'est pas grave, sans les slides. Et puis, voilà, on rajoutera en fait à l'audition et à nos travaux les éléments que vous nous fournirez. Il n'y a pas de problème. Tu sais pas toi non plus, Émilie. C'est pas grave, Amélie. C'est pas grave, Amélie. Bon, bah, c'est contrariant. Je sais pas pourquoi il y a ce petit point là. C'est pas grave, poursuivez. On va essayer de trouver une solution. On va essayer de faire. On va perdre de nombreux auditeurs. On va les perdre. Peut-être juste pour boucler cette introduction sur le système fédéral. Moi, donc on avait 2 planches supplémentaires à vous partager. Une première sur le caractère vertueux du système financier de la fédération, avec cette pompe aspirante, ce poumon économique qu'est Roland-Garros et dans une moindre mesure le Rolex Paris Masters, et qui vient derrière financer l'ensemble du sport amateur, l'ensemble de nos activités fédérales. Donc on a aujourd'hui, sur une année normale qui est par exemple 2019, grosso modo 325 millions d'euros de produits, en face desquels on a 309 millions d'euros de charges IS compris, ce qui veut dire un résultat après impôt de 16 millions d'euros. Et au sein de ces produits et de ces charges, le plus gros poste, c'est l'événementiel, qui comprend Roland-Garros et le RPM, qui a en produit 281 millions d'euros et en charge 180 millions d'euros, ce qui génère une MBA, une marge brute d'autofinancement de 101 millions d'euros, laquelle vient financer le déficit de 70 millions d'euros qui est attaché aux activités fédérales. Derrière ces activités fédérales, on met 3 éléments principaux. D'abord, nos activités institutionnelles d'ensemble qui couvrent le produit de la licence et des partenariats fédéraux. Tout ce qui a trait à la Coupe Davis et à la Billie Jean King Cup, qui sont nos 2 grandes compétitions par équipe, et puis un certain nombre de petits produits exceptionnels, notamment de merchandising ou liés à des compétitions. Donc, ce poumon économique que forme l'événementiel est vraiment l'une des grandes caractéristiques de cette fédération et quelque chose qui nous différencie d'ailleurs beaucoup des autres grands chelems. Je pense notamment à Wimbledon, qui, vous le savez, est un club, le All England Lawn Tennis Club, AELTC, qui a un board d'actionnaires et qui définit, ce board, quel est le produit que chaque année ils vont affecter à la fédération anglaise. Mais il n'y a pas du tout une insertion automatique dans le modèle avec ce recyclage vertueux des marges du Grand Chelem pour aller financer le sport amateur. Et puis le dernier point qu'on voulait mentionner, c'est peut-être les chiffres qui sont d'ailleurs assez impressionnants. À chaque fois que je les regarde, je me dis, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Et non, on ne se trompe pas. Le tennis en France représente 1,1 milliard de PIB. 36% du PIB du sport français et 18 800 équivalents temps plein, dont 1600 au sein des entités fédérales, que sont donc notre fédération, les ligues et les comités départementaux. Si on regarde un peu comment tout ça se découpe, il y a une poche de près de 300 millions d'euros sur le tennis professionnel, 400 millions d'euros est le poids du tennis amateur, qui est un ensemble qui recoupe les clubs affiliés, les tournois, les championnats et les manifestations sportives dans les territoires. Ensuite, un peu plus de 30 millions d'euros au titre des entités fédérales,
34 millions d'euros pour nos investissements liés à la modernisation du stade Roland-Garros et à la marche en avant de la fédération. Vous avez en tête que notre nouveau stade a généré un montant d'investissement de 406 millions d'euros au cours des 8 dernières années. Le secteur des équipementiers, que ce soit en B2C ou en B2B, 350 millions d'euros dans ce secteur-là. Et puis le secteur des paris sportifs qui représente un petit peu moins de 15 millions d'euros. Voilà pour ce découpage. Émilie, est-ce que tu peux peut-être demander à Bruno qui nous aide D'accord. Je pense que Bruno connaît aussi le système. Oui, si on peut essayer d'aller. C'est vexant parce qu'on a passé quand même beaucoup de temps à vous réunir une présentation. C'est pas un travail perdu. De visualiser tout ça. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous de suivre l'exposé. Ouais. Pas du tout. Vous évoquiez à l'instant le modèle vertueux de la Fédération française de tennis. Alors c'est vrai qu'elle a souvent été mise en valeur et mise en avant par le fait que c'était un modèle très redistributif de la fédération vers les clubs. Ça se traduit à la fois par des aides au financement de travaux, de cours de tennis par exemple, ou d'équipements. Ça se traduit aussi par des emplois, plusieurs dizaines de milliers d'emplois aussi sur le territoire et dans vos clubs pour encadrer effectivement notamment les licenciés. Ce modèle-là n'est possible qu'avec effectivement Roland-Garros, un petit peu aussi le tournoi Rolex de Paris-Bercy, comme vous l'expliquez, et quelque part l'année 2020, comme l'a expliqué le président Moreton, s'est traduit finalement avec 100 tournois par une perte importante. Donc quelque part, est-ce que ça n'est pas un signal d'alarme sur le fait qu'au-delà d'une dépendance droit télé qui est moins évidente pour la Fédération française de tennis que pour le football français, par exemple, vous êtes très dépendant, par contre, de l'organisation du tournoi de Roland-Garros. Et malgré les investissements considérables et qui sont bienvenus, qui ont été faits ces dernières années sur l'enceinte sportive et Roland-Garros, et la diversification, puisqu'on a vu ces dernières semaines qu'il y avait aussi des concerts qui étaient accueillis à Roland-Garros, comment vous pouvez sortir un petit peu finalement de cette possibilité d'avoir à un moment donné une difficulté, un accident de tournoi Roland-Garros et qui peut s'écrouler peut-être virtuellement le château de cartes en direction des clubs de tennis. Est-ce que vous avez une réflexion sur comment encore plus diversifier vos recettes qui sont très importantes? Oui, merci Régis. Effectivement, donc ce qui est évoqué là, c'est le fait que nous soyons la fédération au fil des ans, puisque ça s'est fait très progressivement. Je parlais de 1950 où le tournoi coûtait de l'argent et puis progressivement, il y a eu l'équilibre et le développement de ce tournoi, le développement du circuit aussi international et puis la position qu'a pu prendre Roland-Garros dans les tournois de Grand Chelem avec une position majeure maintenant et la volonté de la fédération de rester dans la course en fait au fil des ans. Et moi, je dois saluer mes prédécesseurs. Je pense tout d'abord à Philippe Chatrier qui a été le premier à redresser la barre et qui a créé ce tournoi, qu'il a développé sur le plan international. Et maintenant, on se retrouve dans un modèle économique qui est à la fois vertueux puisque nous redistribuons l'ensemble des sommes d'argent à nos clubs via une DGF et à nos comités départementaux, à nos ligues, la dotation globale fédérale, et qui redescend dans la pratique loisir. Donc, quelque part, le sport professionnel vient servir la fédération, les comités départementaux et nos clubs. Et effectivement, vous avez évoqué l'aide aux équipements. Nous participons au même titre que les régions, puisque nous avons des conventions d'aide à l'équipement. C'est donc rénovation de nos terrains. Étant un sport relativement vieux, nous avons des infrastructures qui ont beaucoup souffert. Donc, heureusement que nous avons Roland-Garros. Sinon, l'ensemble de ces charges serait lié aux collectivités qui auraient la responsabilité ou aux régions de rénover ces cours de tennis, y rajouter des clubhouses. Le lien social est un élément
fort de la fédération et notamment de mon mandat. Je crois que le lien, la convivialité autour du sport, et là je parle de sport loisir, donc quelque part le professionnalisme permet d'alimenter cette politique. En revanche, et ce qui est à évoquer, c'est que nous sommes pris dans une spirale un petit peu infernale de fuite en avant pour rester dans la course des tournois du Grand Chelem. Et on revient, j'y viens, aux droits télévision. Aujourd'hui, on est dans une bataille où nous ne nous battons pas avec les mêmes armes que nos autres tournois du Grand Chelem, eux ayant une totale liberté sur les droits télévision, notamment, je pense aux droits domestiques essentiellement, où là, nous avons, des contraintes qui nous amènent à être en retard, il faut le dire très clairement, sur les 4 tournois du Grand Chelem. Nous sommes plus proches du tournoi de l'Open d'Australie, qui est quand même un des moins importants, même si il a un véritable retentissement en début d'année, mais bien derrière Wimbledon et bien derrière l'US Open. Donc, on va vous présenter, vous aurez des éléments précis, chiffrés pour comparer un petit peu les 4 tournois du Grand Chelem. Je crois qu'on est en train de régler, en même temps que je vous parle, Le micro est coupé. Oui, ça ne fonctionne plus. Non, je pense qu'ils ont dû couper par erreur leur micro. Et la caméra aussi. Ton micro est coupé, Régis. Simplement, Simon, peut-être qu'on suspend l'audition, en tout cas la diffusion pendant quelques minutes, le temps de retrouver la connexion. Oui, d'accord. Attendez. Bataille avec les autres tournois du Grand Chelem et on vous était compariez avec le tournoi australien. Ok, alors le sujet. Ah, ça y est, c'est derrière, pris, super. Ok, alors ça c'était. Allez, on va les passer très rapidement, les On slides. vous remonte juste. Donc, bon, Voilà. ça, c'était l'histoire de la fédération. On va vous les envoyer de toute façon. Vous voyez là ce qu'avait expliqué le président sur l'histoire de la fédération, les différents piliers de notre développement du sport amateur. Ici, la dimension enjeux sociétaux, de gouvernance et tout ce qui est fait aujourd'hui à travers de notre fonds de dotation. Les enjeux attachés à la modernisation de notre modèle économique. Ici, ce que Gilles a expliqué sur la nécessité de tenir notre rang à l'échelle internationale et aussi de continuer à répartir notre action à travers les territoires. Vous voyez ici ce que moi, je vous ai expliqué sur la répartition entre produits et charges, avec en bleu toute la dimension événementielle qui vient financer le déficit des activités en jaune sur le fédéral. Et ici, tous les éléments attachés donc au split des différentes composantes du PIB généré par le tennis en France. Et pour rebondir sur la question de Régis, ce slide, je pense, apporte la bonne visibilité sur la destruction de valeur liée à la jauge extraordinairement réduite qui a été développée, déployée en 2020. Vous voyez l'édition 2020 de Roland-Garros qui est près de 45% inférieur en termes de chiffre d'affaires au record que nous avions connu en 2019. Et vous voyez qu'on a remonté la pente en 2021 avec une hausse de 27%, mais qui, en dessous, continue de représenter, avec un chiffre d'affaires de près de 185 millions d'euros, un résultat qui est quand même 30% encore en dessous de celui de 2019. Et ce qui est intéressant à droite, c'est de voir le ranking par rapport aux autres tournois du Grand Chelem. Vous voyez qu'on est un peu au-dessus de l'Australie
en termes de chiffre d'affaires, toujours sur une année normale 2019. On n'est pas très loin de Wimbledon, mais qui est quand même un peu devant, près de 20 millions d'euros devant, et très devant nous, l'US Open, qui est plus 15% au-dessus de nous, en dépassant cette barre des 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le point qui est important, c'est de se dire qu'en 2019, il y avait déjà ce premier décalage, et par la suite, au cours des 2 dernières années, nous sommes en fait le seul tournoi du Grand Chelem à avoir été impacté 2 fois de suite par la crise du Covid. Vous voyez les raisons pour lesquelles les autres tournois n'ont pas été impactés de la même manière. Et évidemment, du coup, à l'heure où on se parle, il y a un écart qui s'est creusé, un écart en termes de trésorerie et d'accumulation de ressources et de résultats au cours des 2 dernières années. Là, on est d'accord qu'il prévu de vous montrer. Pardon. Pardon. Non, mais juste, je souhaitais savoir si vous aviez le détail du comparatif, mais spécifiquement sur la valorisation des droits TV. Parce que là, je comprends que c'est un chiffre d'affaires global. Oui. Alors, on a des éléments. Là, vous voyez déjà le split entre les différents postes de revenus. Et au slide juste après, je vous donnerai une clé de lecture qu'on verra à travers ce slide-là que je montre, qui nous permettra de comparer ce que la valeur de nos droits sur notre territoire domestique produit au regard des autres grands chelems. Donc là, simplement sur ce slide-là qui est important, on voit que sur cette édition 21, il y a 2 postes qui nous ont très largement sauvés. C'est les partenariats d'une part, donc vous voyez que la proportion dans le business model est passée de 20 à 28%, et puis cette dimension média qui aujourd'hui pèse 55% dans une édition normale et plutôt un peu moins de 20 points en dessous, avec un split entre 14% pour les droits France et 51% pour les droits étrangers. Et ce record qui a été franchi pour la première fois cette année de la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un résultat qui est tout à fait historique pour nous. Émilie, tu peux peut-être juste repréciser ce qu'il y a exactement derrière ces 101 millions, parce qu'il y a différentes composantes. Il y a l'ensemble de nos droits médias, mais il y a également quelques petits akouskis. Absolument. Bonjour à tous, donc Émilie Montané. Donc, nous commercialisons effectivement les droits médias de Roland Garros. Donc, dans ce chiffre d'affaires, ce sont les droits qu'on appelle traditionnellement télé, mais je préfère les appeler les droits médias parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, nous vendons des droits à des chaînes de télévision, mais également à des plateformes. Il y a également derrière ce chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires lié à la commercialisation de la data et du streaming pour les opérateurs de paris en ligne dans le monde, encore une fois, et c'est une part importante de nos recettes aujourd'hui. Nous commercialisons également nos archives audiovisuelles dans le cadre d'un patrimoine de la fédération qui est assez riche. Voilà, et nous commercialisons après divers services aux diffuseurs dans le cadre de l'activité de production du tournoi que nous menons, puisque nous refacturons ces activités chaque année à nos diffuseurs. Très clair. Sur ce slide-là, donc on voit que c'est cette retransmission de notre Grand Chelem connaît aujourd'hui un succès réel, puisqu'en fait, c'est là aussi une année record, au sens où nous avons été cette année, Émilie, le tournoi du Grand Chelem le plus médiatisé dans le monde en termes de nombre d'heures vues par tournoi. Vous voyez là le petit split dans le premier graphe en haut à droite, et également le plus diffusé en gratuit dans le monde. C'est la première fois qu'on voit ces résultats-là. Et ce sont des résultats évidemment très, très prometteurs, très encourageants. On reviendra dans la suite de l'exposé sur le split entre la part gratuite et payant, qui est pour nous évidemment un enjeu très important. Ce qu'on voit sur le planisphère, au-delà de la répartition de la diffusion dans 220 territoires dans le monde aujourd'hui, c'est qu'au global, dans le petit texte qui est en dessous, malgré un marché mondial qui est fragmenté et une tendance baissière, la valeur de nos droits a augmenté de 70% en 10 ans, de 19% en 5 ans, et sur le seul cycle France 21-23, c'est une augmentation de 27%. On a, grâce au travail d'Émilie et aux équipes, sécurisé ces derniers mois de très belles progressions en Amérique latine. Vous voyez ce chiffre de plus 43%, notamment au Brésil, qui est un territoire sur lequel on a vraiment réussi à tirer notre épingle du jeu, et ça n'était pas simple.
En Afrique, plus 20%. Tu veux peut-être préciser les géographies sur le continent africain? C'est l'ensemble de l'Afrique francophone et anglophone. En Asie du Sud-Est, Subsaharienne. plus 5%. Laquelle pays plus particulièrement, Émilie? Alors, l'Asie du Sud-Est, ce sont voilà, Hong Kong, Myanmar, Taïwan, le Vietnam, la Thaïlande, voilà, tous ces territoires d'Asie du Sud-Est, hors la Chine et l'Inde. Et une performance dont on est très fiers aux États-Unis avec la vente de nos sessions de soirée. Vous avez en tête que 2022 sera la première grande édition avec, on l'espère, hein, s'il n'y a plus de couvre-feu, le lancement en grande pompe de nos 10 sessions de soirée. Et on a pu vendre ce package-là à NBC aux États-Unis. Maintenant, ce qui est frappant aussi, c'est de voir l'écart avec les autres grands chelems qui tirent une valeur beaucoup plus forte de leur marché domestique. Nous, le 27% de croissance que j'évoquais tout à l'heure, en fait, nos droits en France, ils représentent 37% de ceux de l'US Open, 35% de ceux de Wimbledon et 59% de ceux de l'Australian Open. Donc là, il y a vraiment pour nous presque une interrogation sur le modèle. Il y a différents facteurs sur lesquels tu vas peut-être vouloir revenir, Émilie, qui expliquent un petit peu tout ça. Bien sûr, bon, la taille du marché, les caractéristiques, la puissance du vecteur de retransmission publique. Je pense à la BBC en Angleterre, parce que l'Angleterre est probablement le marché le plus comparable au nôtre pour établir un peu l'analyse. Et probablement aussi dans la période la plus récente, l'émergence de grands champions, de personnalités de tout premier plan qui ont pu porter complètement la vitalité de leurs droits. C'est le cas d'Andy Murray au Royaume-Uni et c'est le cas d'une Ashley Barty sur l'Australie. Est-ce que tu veux ajouter un point là-dessus? Non, je crois que c'est tout à fait complet. Alors, c'est-à-dire, on remarque une tendance vraiment haussière sur nos droits internationaux et on a plus de mal effectivement sur notre marché domestique, quand bien même voilà, on essaye de faire nos bons offices avec les diffuseurs français. On a des difficultés à voir nos droits augmenter en proportion des droits internationaux. Alors, si vous pouvez juste aller poursuivre la comparaison avec l'Angleterre. Amélie, vous avez dit qu'il y avait donc un parallèle et une comparaison qui serait plus aisée. Mais est-ce qu'on peut avoir la part, la proportion de payants clairs et gratuits donc, en Angleterre ou dans les autres pays par rapport à la France? Alors, donc dans les tournois du Grand Chelem, comme Amélie vous le disait, le tournoi de Roland-Garros est fortement diffusé en gratuit dans le monde. Donc en France, nous avons France Télévisions comme diffuseur gratuit et Amazon comme diffuseur payant. Les autres grands chelems, donc l'Australian Open est diffusé complètement sur une chaîne gratuite qui est une chaîne nationale qui s'appelle Channel 9. Le Wimbledon est également diffusé sur son marché domestique sur une chaîne gratuite qui est la BBC, comme l'a mentionné Amélie. Et l'US Open, en revanche, est diffusé sur ESPN, qui est une chaîne payante. Donc, on compare quand même des choses qui sont comparables, puisqu'on a trois des grands chelems qui sont diffusés ou en totalité ou pour partie sur une chaîne gratuite. On peut vous donner des éléments chiffrés, d'ailleurs, hein, sur les droits télévision. On parlait tout à l'heure sur la France, sur Roland-Garros, entre France Télévisions et Amazon, on parle de 24 millions d'euros de droits de télévision, alors que l'Australie, sur une chaîne dans un marché moins important, sur une chaîne aussi gratuite, touche 40 millions d'euros, et là où Wimbledon, avec la BBC, touche 67 millions d'euros. Donc vous voyez l'écart que l'on prend des marchés domestiques. On peut comparer l'Angleterre et la France. Nous sommes à 24 millions, ils sont à 67 millions. Précision, donc c'est des chiffres qui sont extraordinairement confidentiels. Donc personne ne connaît la valeur de nos droits combinés Amazon et France Télé. Le seul chiffre sur lequel nous communiquons, c'est celui que vous voyez à l'écran en bas à droite, de plus 27% en termes de progression. Donc c'est important que ces chiffres, s'il vous plaît, restent confidentiels. De la même façon que les autres grands chelems, nous les ont confiés sous le sceau de la confidentialité dans le cadre du board du Grand Chelem. Seuls sont communicables les pourcentages, à la fois en termes de croissance
Et ici, ce que je vous ai donné en termes de part relative entre France et comparaison. Ce qu'on vous a remis ici, c'est quelque chose de… Enfin, voilà, on vous a remis quelques éléments sur l'audience d'Amazon. Vous savez que pour nous, c'était un moment sensible hein, cette année, puisqu'on était à la fois soucieux de la réaction du public à Amazon et puis de la réaction également de France Télévisions. Et en réalité, le produit Amazon a assez formidablement trouvé son public. Vous voyez, 1 million de visiteurs uniques sur la période. C'était le premier programme d'Amazon pendant la quinzaine concernée. 5 heures de visionnage en moyenne par visiteur unique. Et au global, plus de 5 millions d'heures visionnées sur leur plateforme, avec une qualité des retransmissions qui a été saluée, l'utilisation notamment de la technologie Blu-ray, X-ray, qui a permis en fait l'affichage en live d'un certain nombre de statistiques de jeux beaucoup plus enrichies par rapport à ce qui traditionnellement est fourni sur nos chaînes, et surtout une mécanique à la demande de production de ces statistiques qui permet une dimension d'interactivité qui est très prisée par les viewers. L'autre élément, c'est que en fait, cette arrivée d'Amazon dans notre tournoi a conduit France Télévisions à innover et à lui-même doper l'exposition du tournoi. On a eu 4 heures supplémentaires d'exposition en gratuit par jour et une retransmission qu'on a vraiment beaucoup appréciée sur France 4, avec notamment la retransmission de la finale junior garçon. Vous vous souvenez peut-être qu'elle avait associé finalement 4 Français, nos 4 mousquetaires juniors en demi-finale. Et la finale, pour la première fois de l'histoire de Roland-Garros, avait été retransmise en clair, donc sur France 4, ce qui a été extraordinairement apprécié par l'ensemble de l'écosystème fédéral du tennis. Et puis, au-delà de ce stimulus pour France Télé, en termes de volume de production, mais aussi en termes de promotion, ils ont vraiment accéléré l'effort cette année. Il y a un facteur structurel qui explique que ça se soit très bien combiné, c'est la complémentarité entre les publics. C'est le petit pavé que vous retrouvez en bas à gauche, avec sur France Télé 67,5% de l'audience qui a plus de 50 ans, alors que sur Amazon, 63% de l'audience a moins de 45 ans. Et pour nous, la manière dont on a réussi à orchestrer la complémentarité entre les deux canaux cette année, avec, vous vous en souvenez, on vous l'a remis là sous la petite icône de Prime Video, Amazon avait le match du soir, c'est-à-dire la session de soirée, plus la retransmission sur le Simone Mathieu, qui, elle, était en partie en commun avec France Télévisions, selon une clé qu'on peut peut-être dire pour le Simone Mathieu. Qu'est-ce qui était sur France Mathieu, Télé? Ils étaient exclusifs, en fait. Les matchs du Simone Amazon, Mathieu, tous les matchs étaient exclusifs Amazon. Donc, parce que j'avais le souvenir qu'il y avait un doublon à certains moments sur le Simone. En fait, il y a eu des matchs de double en fin de tournoi qui ont été, puisque à partir des finales, à partir des demi-finales et finales, il y a une co-diffusion finalement de France Télévisions et Amazon de l'ensemble des matchs du tableau simple, double et double mixte. Oui. Et évidemment, alors on a, je ne sais pas si on l'a remis ici, mais l'intention l'an prochain de travailler beaucoup avec Amazon pour qu'ils nous aident à… Aujourd'hui, Amazon investit plusieurs millions d'euros en marketing. Là aussi, c'est un chiffre qui est très confidentiel, mais je vous le livre. C'est 4 millions d'euros qui sont prévus en marketing du tournoi, soit assez fédéral et tourné vers la possibilité potentiellement d'offrir des sets de télévision et un certain nombre d'abonnements à Prime à nos clubs, de nous aider à aménager les fan zones pour la retransmission des sessions de soirée dans nos clubs et dans nos clubhouses à travers les territoires, et de participer y compris à un challenge qui pourrait nous permettre de récompenser le club ou les clubs qui auraient les fan zones les plus animés, et on s'entraîne pour les Jeux Olympiques, vous voyez, et de récompenser ces clubs-là par le fait d'offrir un certain nombre de billets pour Roland-Garros, et donc passer de la télé au live dans notre stade. On veut vraiment engager ce travail-là. On est évidemment quelque part frappé par le fait que donc la Ligue 1 de foot nous ait emboîté le pas quelque part sur le cycle
qui est, je crois, un cycle 22, j'ai un petit doute, 20, je ne sais plus si c'est 21, 23 ou 22, 24 pour les droits, le fait que Amazon soit désormais le diffuseur principal de la Ligue 1 de foot. Et une dernière élément, ce que vous trouvez à droite du slide, qui est un peu dans notre univers moins droit média, mais tourné quand même vers ces enjeux de médias, qui est l'internalisation de la production qu'on a réalisée cette année avec HBS, qui est désormais le nouveau producteur de ces matchs et qui a produit plus de 830 matchs cette année. Je vais passer la parole à Cédric Roussel, notre rapporteur. Je voulais vous donner aussi… Poser des questions. On n'a pas mis les chiffres d'audience. Oui. C'est bon? Oui. Alors, merci pour tous ces détails et ces chiffres qui vont bien sûr alimenter et être annexés donc à toutes les auditions et nos travaux. Alors, je comprends la confidentialité. Je comprends. Je constate la confidentialité des chiffres sur les montants des droits, etc. Bon, dans le milieu du foot, là, on avait des chiffres. Mais bon, après, maintenant, on respecte donc bien sûr ça. Ce que je voudrais, c'était comprendre, parce qu'on est parti d'un fait divers malheureux, Mediapro, qui impacte le financement du sport français, indirectement, et directement en tout cas dans les clubs professionnels de foot, ça c'est sûr. Mais je voulais, on a pu juger donc un niveau de télédépendance important et très croissant. Juste dans votre modèle, on a parlé donc de chiffre d'affaires, de ventilation de chiffre d'affaires, mais déjà le poids des droits domestiques par rapport à l'ensemble des valorisations des droits, parce que là vous avez quand même un modèle assez particulier, vous, là où le foot a du mal à se vendre dans sa diffusion à l'international, vous avez donc une dynamique inverse. Et voir en fait les tendances. Si dans votre modèle économique, déjà la ventilation, les droits audiovisuels ont tendance à augmenter, et plus particulièrement donc j'ai envie de dire cette ventilation entre les droits domestiques et les droits internationaux, pour juger un peu de la télédépendance en fait, s'il y en a une ou pas, une dépendance accrue des droits TV. Ça résonne, je crois. Alors, comme vous l'avez comme vous l'a précisé Amélie dans son propos liminaire sur les droits télé, en année normale, les droits télé représentent 36% de l'activité de Roland-Garros. Et dans une année comme 2021, où nous avons connu une crise sanitaire sans précédent, on a des droits télé qui montent à 55% du gâteau. Après, ce qui est notable dans notre économie, c'est justement que le tournoi de Roland-Garros n'est pas entièrement dépendant des droits télé, puisque nous avons un mix produit avec notamment, comme l'a cité Amélie tout à l'heure, les partenariats qui représentent 28% sur l'année 21. Les hospitalités, forcément, en 2021, compte tenu de la jauge réduite, étaient plutôt à 6% versus 12% dans une année normale. La billetterie était de 6% versus 11% sur une année normale. Et la griffe, qui est la partie produits dérivés, est de 5% en 2019, quasiment stable par rapport à 2019. Donc, vous voyez, on a dans une année normale, c'est un gros tiers, quoi. C'est ça. C'est un gros tiers, la valeur de nos droits médias. Je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir l'équilibre international. Puisque vous voyez que dans cet ensemble, finalement, la France, c'est moins de 15%. Et en fait, ça rejoint le paradoxe qu'on évoquait il y a un instant, c'est que, en fait, on se débrouille hyper bien à l'étranger. Et les équipes, je remets ce planisphère, il y a un travail considérable qui est mené, et ces chiffres de plus 70% de la valeur de nos droits médias en 10 ans et de presque plus 20% en 5 ans est absolument exceptionnel. La diversification géographique est un énorme atout de notre modèle. En revanche, notre frustration, et encore une fois, notamment par rapport à Wimbledon, qui avec la BBC a le modèle finalement le plus proche du nôtre, c'est qu'on ne parvient pas à tirer plus de valeur de nos droits domestiques. Et ça, c'est une faiblesse de notre modèle. C'est ce qui a conduit la précédente équipe, puisque Gilles et moi n'étions pas encore à la barre, à se tourner vers un diffuseur comme Amazon. On est
très content de cette dynamique parce que je vous l'ai dit, elle crée de la vertu dans le système. Et là, qui reboucle avec ce qu'on se disait juste avant sur la complémentarité des audiences, le fait qu'il y ait ce stimulus d'innovation, qu'il y ait la volonté de progresser sur la dimension, y compris de restitution des stats aux spectateurs. Vous voyez que France Télé a formidablement tiré son épingle du jeu de cette édition 21, en dépit d'Amazon, puisque on a connu le pic historique de nombre de téléspectateurs au moment de la finale messieurs qui a atteint 7,6 millions cette année, ce qui est par rapport à la dernière édition normale de 2019, plus 72%. Et vous voyez aussi le nombre de téléspectateurs en moyenne, la progression est assez incroyable. Les stats sont formidables de ce point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a vraiment une fréquence du public. Pardon? La notion de spectateur, Oui. de téléspectateur unique, c'est dédoublonné. Enfin, non, justement, c'est pour éviter de compter deux fois un spectateur. C'est dédoublonné. Exactement. Voilà. Ok. Il y a deux éléments. Il y a trois éléments en fait aussi que vous pouvez prendre en compte. Le fait que sur Roland Garros, nous produisons nos propres images. C'est ça, on l'a dit avec Vous l'avez HBS. dit. Donc ça, c'est important. C'est nouveau aussi parce que jusqu'à maintenant, c'était il y a 2 ans, je crois, on a démarré il y a 2 ans. Non, Cette année pour de vrai. Cette année, ouais. C'est l'internalisation de la production des matchs et des reportages. Donc on produit. Qui nous donne plus d'indépendance, c'est un point quand même très important là aussi, vous le voyez à l'écran. Parce que juste à Par maintenant, rapport c'est la télévision, c'est ça qui avait la production. Oui, Exact. France Télévisions assurait la production des cours principaux, traditionnellement les 7 cours principaux, et nous assurions la production des cours annexes. Et cette année, nous avons récupéré la production de la totalité des cours, soit, comme le dit Amélie tout à l'heure, plus de 832 matchs qui sont produits par la Fédération française de tennis. C'était une nécessité pour vous? C'est un move assez naturel parce qu'en fait, l'Australian Open a commencé à produire ses propres images et à ne plus avoir de host broadcaster il y a déjà 3 ans. Wimbledon leur a emboîté le pas il y a 2 ans. Et donc, pour nous, c'était effectivement un mouvement naturel parce qu'on voulait être finalement en maîtrise de notre produit. Également, on voulait être en maîtrise des charges qui sont associées à la production, puisque dépendre de son diffuseur hôte comme France Télévisions pouvait paraître à certains moments un peu incompatible avec les économies que devait réaliser France Télévisions en parallèle. Donc là, on est maître de notre destin. Si on veut rajouter des caméras, si on veut produire les images un petit peu différemment, on a la possibilité de le faire. Et de surcroît, avec la composition finalement des lots du dernier appel d'offres qui faisait que on savait que mécaniquement, il y allait y avoir probablement 2 diffuseurs. Il était compliqué de laisser à France Télévisions la production de matchs dont il n'était pas lui-même diffuseur. Okay. Juste concernant, vous avez parlé d'applaudissement. On est parti donc de l'attribution des droits TV concernant le foot, qui est un principe d'enchère, de mise en enchère. Juste si vous pouvez détailler effectivement le mode de commercialisation de votre appel d'offres un peu plus. Vous parliez de l'eau. Oui, tout à fait. Alors, traditionnellement, la Fédération française de tennis a pris le pli d'organiser des appels d'offres qui sont des appels d'offres formels, alors qu'elle n'y est pas obligée selon le code du sport. Seules les ligues professionnelles, comme vous le savez, ont l'obligation de faire ces appels d'offres. Pour autant, on s'est inscrit dans cette démarche dans un souci d'éthique et de transparence. Lors du dernier cycle, donc celui qui visait les éditions 21 à 23, nous avons fait donc un appel à candidature au mois de juin 2019 qui a abouti à un appel d'offres fructueux, ce qui n'avait pas été le cas des précédents appels d'offres que nous avions lancés sur les 2 derniers cycles, qui avaient été infructueux et qui avaient abouti à des discussions de gré à gré pour la prolongation des contrats avec France Télévisions et Eurosport. Et donc, je crois qu'on se félicite sur ce dernier cycle d'avoir eu un appel d'offres, encore une fois, qui a suscité l'intérêt de plusieurs acteurs. Une fois qu'on s'est dit ça, dans la structure de notre appel à candidature, il était assez simple. Il était composé de 3 lots. Un lot qui a été remporté par France Télévisions, qui était l'ensemble des matchs sauf le cours Simone Mathieu et les sessions de soirée. Un autre lot qui était le lot qu'a remporté Amazon,
qui est le lot du cours Simone Mathieu et des sessions de soirée. Et il y avait un troisième lot qui permettait à un acteur qui avait envie de tout remporter, qu'on avait appelé l'intégrale, de prendre la totalité des lots 1 et 2, et qui n'a pas été attribué par la force des choses puisqu'on se retrouve avec 2 diffuseurs. Sur la mécanique des enchères, pour répondre à votre question, il ne nous paraît pas que le produit Roland-Garros aujourd'hui nécessite la mise en place de ce type d'enchères, puisqu'encore une fois, comme vous l'a dit Amélie, on a essayé sur cet appel d'offres d'avoir un petit peu plus de concurrence que celle qu'on avait auparavant, mais on n'a clairement pas du tout la même bataille ou concurrence que le foot peut avoir sur son marché. Donc, on a fait quelque chose de relativement simple, avec une mécanique très simple d'attribution de points en fonction de l'offre financière et de l'offre qualitative, avec un prix de réserve forcément qui était secret et donné par le président, et un prix de réserve global qu'on avait appelé prix de réserve global ajusté, qui tenait compte des critères qualitatifs. Peut-être ce qui est notable dans cet appel d'offres, c'est justement sur les critères qualitatifs, on s'était attaché à surpondérer le critère de l'exposition, puisqu'encore une fois, comme l'a dit Gilles, on se positionne sur le tennis pour tous. Et en réalité, l'exposition, et je pense qu'Amélie reviendra tout à l'heure, l'exposition en clair et la plus grande exposition possible était importante pour nous. Et donc, dans les critères quali, on avait surpondéré le critère de l'exposition parmi les 3 critères qui étaient promotion et éditorialisation, et donc voilà, du tournoi. Et cette part qualitative dans l'évaluation globale de la proposition et de l'offre de chaque candidat, elle représentait quel pourcentage? Elle était de l'ordre de 40%. Ah oui. Ok, donc là, satisfait. Alors, j'entends, hein, je sais que vous avez précisé, vous ne pouvez pas parler de chiffres, de volume, mais plutôt de tendance. Donc, on a vu une croissance de la valorisation des droits, je le vois là sur le slide, plus 27% sur les valeurs droits France. Hein, donc, qui est dû, on peut le comprendre donc par l'arrivée d'un second acteur complémentaire, hein, parce que j'ai bien expliqué que c'était une offre, alors il y avait une part de codiffusion, mais c'était surtout sur voire des terrains de jeu, donc c'était Simone Mathieu, c'est ça, qui était diffusé sur Amazon, et puis également les séances du soir, c'est ça? Donc il y a une complémentarité dans… C'est ça. C'est ce que vous retrouvez là sur le petit pavé du milieu. Ok. Donc, en termes maintenant d'exposition, justement, moi effectivement, la part qualitative et la proportion de la note qualitative et à l'intérieur de laquelle vous avez donc ce critère d'exposition est quand même bien différente de celle qu'on a pu constater dans le détail de l'appel d'offres, donc des droits TV, en l'occurrence de foot. Mais justement, donc, en termes de résultats, quels sont, est-ce que vous êtes pleinement satisfait de justement donc, cette exposition-là? Il y avait dès le début, le président Moreno nous a confié donc, une certaine frustration de voir donc, cette valeur des droits TV domestiques qui n'arrivait pas à percer. Bon, maintenant, on va peut-être parler des choses et de remettre les choses dans le contexte. C'est qu'effectivement, je pense que vous parliez peut-être du décret de l'IM, qui est peut-être un décret qui justement donc un décret spécifique en France, et peut-être parler aussi des évolutions que vous y voyez, vous, et vous y verrez, ou d'autres évolutions législatives ou réglementaires que vous pouvez voir justement pour pouvoir pallier à la fois ce retard dans la valorisation des droits, en fait, ce que vous avez jugé vous-même d'incohérence, et avec, tout en y alliant, puisque vous y êtes sensible aussi, un objectif d'exposition au plus grand nombre. Donc, quelles sont les réflexions que vous avez à ce sujet? Alors, il y a 3 choses dans ce qu'on vous a présenté qu'on peut noter. D'abord, on est déjà producteur de nos propres images, donc on est indépendant, et par rapport aux problèmes que vous avez rencontrés, déjà sur ce sujet-là, on n'a pas de risque. Deuxièmement, vous le voyez sur les chiffres, et vous l'avez vu, on n'est pas dépendant, nous, d'un seul diffuseur, puisqu'on a des droits monde et qu'on a une multiplicité des diffuseurs. Et ça aussi, par rapport
à votre étude et votre analyse par rapport à ce qui vient de se passer en France avec Mediapro, c'est important de le savoir. En revanche, le manque de compétitivité aujourd'hui sur nos droits domestiques est un vrai problème, puisque là, on évoque un sujet où on est en retard par rapport aux autres pays, et on peut imaginer qu'à l'avenir, ce fossé se creuse, et que nous, derrière, il n'est pas tout à fait normal qu'on se trouve en 3e position. Vous l'avez vu dans le chiffre d'affaires. On est, je veux dire, puisqu'on travaille avec nos collègues, on est en avance dans beaucoup de domaines. Le seul domaine dans lequel on soit aujourd'hui bloqué sont les droits domestiques, que ce soit la billetterie, l'hospitalité, le merchandising. On est plutôt performant, même plutôt très performant, mais derrière, on a aujourd'hui cette difficulté sur les droits domestiques. Donc, par rapport à la législation, oui, nous aujourd'hui, on est sur un marché qui est quasiment attribué, et les lots tels qu'ils ont été présentés par Émilie tout à l'heure, les 3 lots sur le territoire français ont amené un nouvel acteur avec Amazon. Effectivement, c'est sur du payant. Nous souhaitons nous continuer et garder notre position auprès des diffuseurs en clair, en gratuit, dans le monde, puisqu'on est leader là-dessus, mais aujourd'hui, on est contraint à un problème économique qui risque à l'avenir de nous handicaper. Et là, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on vous raconte derrière aboutit à des montants de price money pour les joueurs. Et là, nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que nous voulons continuer à aider le sport amateur, à aider nos clubs, ne pas amputer sur la dotation globale fédérale donnée aux ligues, aux comités départementaux pour la pratique pour tous. Et on va être donc dans les années à venir probablement dans cette compétition-là. Et là, on aurait besoin effectivement d'aide à ce niveau-là. Peut-être pour compléter, nous, on a 3-4 convictions. En gros, la partie sur la liste des EIM telle qu'elle est définie actuellement, qui nous impose, qui impose la retransmission en gratuit sur les finales des simples messieurs et dames d'une part, et des demi et des finales de Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup lorsque l'équipe de France y participe. En gros, nous on trouve que c'est plutôt pas mal aujourd'hui d'être sur ce régime-là, parce qu'il a l'avantage de nous donner de la souplesse entre les proportions gratuites et payantes, même si en pratique, notre couverture en clair, vous l'avez compris, elle va bien au-delà de l'obligation qui est prévue par le décret. Nous, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on a vraiment un Roland-Garros qui fait partie du patrimoine sportif. France Télé, c'est notre partenaire depuis 33 ans. Cette place du gratuit, elle est complètement centrale, et en même temps, il faut qu'on se laisse suffisamment de souplesse pour pouvoir travailler avec des acteurs comme Amazon, qui, encore une fois, trouvent de manière très harmonieuse leur place dans notre édifice aujourd'hui. Et vous savez, franchement, on nous attendait au tournant là-dessus, y compris dans notre propre écosystème tennis fédéral. Il y avait un petit côté gaulois récalcitrant à l'égard d'une grande plateforme à la Amazon, et ça s'est remarquablement passé. La qualité du plateau qu'ils ont mis en place, la qualité des retransmissions des technologies utilisées, y a aussi contribué. Mais aussi, j'ai envie de dire, leur attitude pendant le tournoi et la manière dont le dialogue a pu être fait sur les choix des retransmissions qui se sont faites entre le Simone Mathieu et les autres cours, et le plateau qu'on décidait d'afficher sur la session de soirée, qui étaient des discussions stratégiques menées au quotidien dans une gouvernance fluide entre France Télé, nous-mêmes et Amazon. Donc, pour la partie EIM, nous, on n'a pas trop d'inquiétude. En revanche, nous, le message qu'on avait envie de vous faire passer, c'est que on est quand même aujourd'hui face à un France Télévisions dont on se dit qu'il n'a pas la même solidité de rein qu'un BBC pour nous accompagner dans le développement de la retransmission du sport, et donc indirectement dans le financement du sport amateur. Nous, on aimerait vraiment que les moyens du service public, plus largement du en clair, ils restent suffisants pour ne pas avoir à envisager une bascule un peu plus forte du côté du payant.
nous, on est évidemment favorable, la question ne nous a pas encore été posée, mais à une réouverture de la publicité après 20 heures, parce qu'on pense qu'il faut arriver à retrouver des moyens pour le groupe France Télé dans cette logique de l'accessibilité du sport pour tous. Et puis le point dont on a vraiment à se féliciter, et je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été vraiment extraordinairement bien perçu par notre écosystème tennis, c'est France 4. Et le fait que France 4 ait cette dimension sportive et qu'elle ait vraiment complètement joué le jeu dans cette édition 21 et retransmis cette finale des juniors a été un signal fantastique apporté au tennis français. On n'a pas parlé des enjeux qui concernent toutes les disciplines sportives et son exposition, c'est-à-dire encourager la pratique. Au niveau, si vous pouvez nous faire un point ces dernières années sur la tendance et l'évolution justement du nombre de pratiquants de tennis, en l'occurrence, alors sachant qu'il y a des sports innovants, émergents plutôt, et des disciplines comme le paddle, qui, je crois, sur tous nos territoires, on peut voir effectivement donc, une émergence d'ailleurs avec un profil peut-être de joueurs qui est bien particulier aussi. Je crois qu'il y a un objectif quand même depuis quelques années, c'est le rajeunissement de l'âge du joueur médian donc, de tennis. Est-ce que de ce côté-là, quelles sont les évolutions? Est-ce qu'il y a une corrélation par rapport justement aussi à qu'on pourrait faire par rapport à l'exposition aussi? Et vous avez un nombre de pratiquants plutôt, alors on va peut-être mettre de côté l'année Covid, mais des évolutions qui sont grandissantes dans votre discipline. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran là à nouveau avec ce slide alors moi je vois valeur Roi France, toujours le slide 14, ouais. Focus Média. Oui, donc je vais fermer juste temporairement celui-là. Est-ce que là vous voyez ce slide 15? Non, là il a disparu. D'accord. Je touche un petit mot sur la tendance des pratiquants. Oui, simplement. Voilà, là vous voyez. Aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. On a vécu la période Covid comme tout le monde et on l'a plutôt bien traversé avec une perte de 2% de nos licenciés pendant cette période-là, avec surtout une attention nouvelle. Alors on s'est un petit peu battu d'ailleurs pour demander à ce que pendant la période sur 700 mètres carrés, on puisse jouer au tennis à deux. Il y avait la distance, on était même sur les cours intérieurs. Bon, on a obtenu un certain nombre de choses, et puis on a bénéficié par rapport à d'autres sports qui ne pouvaient pas se pratiquer, puisque sport de contact, sport de salle, nous on a bénéficié des cours extérieurs. Et d'ailleurs c'est très drôle de voir dans cette période Covid, alors on a tout le sud de la France, on divise la France en deux, et bien évidemment là où on jouait à l'extérieur, on a gardé ces licences, voire même on a augmenté un petit peu, puisque les gens ne pouvaient pas pratiquer d'autres disciplines sportives et venaient jouer au tennis. On a été très très inquiets parce qu'on n'a pas pu développer les cours collectifs pour les enfants, les cours adultes également, et on a été très inquiets on est arrivé nous aux commandes de la fédération au mois de février. Dès le mois de mai, on a été très inquiets, on avait peur de la rentrée de septembre. Donc je crois que le gouvernement aussi, puisqu'on a mis en place le pass sport. Et nous, on a été très, très vigilants. On a mobilisé tous nos clubs très tôt. Et quelque part, on peut noter que sur l'effet Covid, il y a eu de la part de nos dirigeants, de nos bénévoles, de nos enseignants, une mobilisation pour rester en contact avec nos pratiquants, les avoir au téléphone, essayer de remplacer les heures qui étaient perdues pour les enfants dans les écoles de tennis. En fait, cette relation client, entre guillemets, a accentué à la fois l'attractivité de nos clubs et donc en septembre, à la rentrée de septembre, l'effet général, alors il y a l'effet passe sport, mais il y a aussi cette relation de proximité qu'on a établie avec les licenciés de nos clubs, font que nous sommes aujourd'hui à plus 8,24%. Vous voyez les chiffres là en bas. Par rapport. Ce qui est une performance exceptionnelle, vraiment. En cette rentrée. Ouais, on est assez satisfait parce qu'il y a. Tu m'autorises à montrer l'ambition que tu as annoncée aux élus? Oui, je vais la commenter cette ambition. Vous voyez là, on vous donnera ce slide-là qui montre ces performances qui sont vraiment formidables. À un moment, on a eu un peu peur dans l'été parce qu'au tout début du déploiement du pass sanitaire, on était à -14, -15. Mais la remontada a été spectaculaire. C'est bien tout confondu, là, parce qu'il y a l'effet paddle aussi.
Non, alors l'effet Là, c'est paddle, que tennis, là. l'effet C'est que paddle tennis. est pas C'est que encore ressenti. Alors, je vais en parler de l'effet paddle. Il va être colossal dans les années à venir. Moi, Mm. j'y crois énormément. Dans les 3 ans à venir, on pourrait atteindre le même nombre de licenciés en paddle. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on ait un boom extraordinaire comme ça existe en Espagne. En Espagne, il y a la fédération de paddle d'un côté et de tennis de l'autre. Ils n'ont pas fait D'accord. je dirais, l'intégration. Ils ont refusé l'intégration au début. Ils doivent s'en mordre les doigts maintenant. Nous, l'intégration a été faite en 2014. Le paddle fait partie de la Fédération française de tennis. Ça, c'est notre objectif aujourd'hui. Nous sommes, vous l'avez vu, à 947 000 licenciés, mais nous n'avons pas encore intégré les joueurs de paddle. On a une nouvelle pratique qui se fait dans des installations privées qui pratiquent un petit peu comme le futsal à l'heure, puisque ça se joue à 4, eh bien, ne sont pas forcément licenciés. On va modifier, faire une réforme de notre licence de façon à ce qu'on crée une licence paddle à l'intérieur de la Fédération française de tennis, un petit peu moins cher. Pour information, nous sommes la fédération à avoir la licence la moins chère des sports individuels, avec une licence adulte à 30 € et une licence jeune qui est à 18 €. Et on est les moins chers sur le marché. Malgré ça, jusqu'à maintenant, on avait la licence paddle qui était au même prix, on ne faisait pas la différence. Et on travaille, donc ce n'est pas encore validé, ça le sera, je l'espère, sur une licence paddle qui serait à 20 €, un petit peu moins cher. Pourquoi moins cher? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on n'a pas les services qu'on peut apporter à nos licenciés, comme pour le tennis, où on a des écoles, on a de la détection, des rassemblements, des tas de championnats. Dans le paddle, nous démarrons. On doit rééquiper la fédération. On a aussi l'aide au développement donc sur les infrastructures. Voilà nos objectifs 2024 qu'on a fixés avec le congrès fédéral qui s'est terminé hier. Alors très vite, je passe de la gauche à la droite. On a l'objectif de la convivialité. Je vous ai parlé du lien social dans nos clubs. Donc, on a cet objectif d'embellir, de développer le clubhouse pour les clubs qui peuvent se le permettre, d'améliorer aussi l'offre pour nos pratiquants. On a une application TenUp qui mérite réellement d'être revisitée et d'améliorer. Donc, on se fixe des objectifs précis. Derrière, sur la pratique, la construction de pistes de paddle, on a bien suivi les annonces du gouvernement et nous souhaitons d'ici 2024 arriver à 2000 terrains, pistes de paddle, alors qu'on est à 955 aujourd'hui. Pour information, en Italie, ils en ont plus de 3000, donc ça veut dire qu'ils ont des licenciés supplémentaires. Donc ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé. On s'est aussi réservé, nous, fédération, un budget d'aide à la construction de terrains pour nos clubs affiliés. Sur les écoles de tennis, qui est un pilier, on a beaucoup à améliorer la fidélisation dans les 3 premières années. On perd aujourd'hui notre taux de fidélisation sur les 3 premières années est de 42%. Quand un jeune vient jouer au tennis, eh bien, on en perd, on n'en garde que 42% sur les 3 premières années. Ça, c'est un travail qu'on doit faire avec nos enseignants. Et d'ailleurs, nous avons réalisé un colloque des enseignants il n'y a pas très longtemps. Sur la mixité, vous le voyez, hein, on souhaite la hausse de nos licenciés femmes. Et puis enfin, dernier point, c'est des clubs labellisés tennis santé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a près de 300 à 400. Eh bien, on souhaite doubler, arriver à près de 600 en 2024 sur ces clubs labellisés santé. Voilà rapidement pour les objectifs phares de la fédération. Et donc, derrière, on revient sur le slide d'avant sur les 1 500 000. Nous souhaitons, on est à 947 000, réunir une communauté de pratiquants de tennis, paddle, les locations horaires, mais aussi la pratique nomade. Voilà, vous voyez ce slide. On a cet objectif d'arriver avec une communauté de joueurs à 1,5 million en France en 2024. Voilà, ce slide-là. Okay, il y a merci. Un point dont on a parlé, ouais. c'est le Rolex Paris Masters et la mécanique des droits sur le Rolex Paris Masters. Alors, c'est intéressant parce que c'est un modèle très différent de Roland Garros, puisqu'il y a une mécanique en fait de pooling des droits par l'ATP. Donc ça, je ne sais pas si c'est important pour vous, pour la mission, mais on peut vous en toucher un petit mot et vous montrer 2-3 visuels.
Donc aujourd'hui, la valeur de nos droits médias sur le Rolex Paris Masters, c'est là aussi un chiffre confidentiel, elle est de 7,7 millions d'euros. Juste une chose, Amélie. Oui. On est diffusé, hein? Oui. Donc, voilà, donc c'est confidentiel. Mais on voilà, peut, juste okay. ça, clair. Ok. En tout cas, donc, la mécanique qui est importante à avoir en tête, c'est celle du pooling, c'est-à-dire que en fait, tout ceci est piloté. Là, on n'est pas, nous, en pilotage de la gestion de ces droits médias attachés au Rolex Paris Masters. C'est l'ATP, donc l'association des joueurs de tennis professionnels, qui a une entité qui s'appelle ATP Media, dont sont propriétaires l'ATP et les autres Masters 1000 qui constituent le panorama des tennis, enfin des tournois de tennis professionnels dans le monde les plus développés. Alors, en fait, si c'est une société ATP Media, il y a 10 actionnaires, les 9 tournois ATP, les 9 dont nous faisons partie, donc à hauteur de 10%, nous avons 10% de cette société, 9 tournois, donc vous connaissez Miami, Monte-Carlo, Rome, etc., enfin les ATP 1000 qui sont propriétaires, et la dernière partie, les derniers 10% appartiennent à l'ATP. Voilà, et donc ce sont des droits qui sont mutualisés dans ATP Media, voilà le nom de cette structure qui vend les droits. Donc nous ne vendons pas, nous fédération, comme nous le faisons à Roland-Garros, nous ne vendons pas les droits de télévision du Rolex Paris Masters. Donc ce sont des droits collectifs puisque c'est l'ensemble des 9 tournois ou 10 tournois qui sont commercialisés. C'est ça? C'est les 9 Masters 1000 plus le grand Masters Noto qui va arriver là à la fin, qui appartient lui à l'ATP. Et tout ceci en fait est poolé par ATP Media qui derrière redistribue une quote-part de ses revenus en fonction de la force relative des différentes compétitions, de la concentration territoriale. Aux États-Unis, je crois qu'il y a 2 Masters 1000, donc ils ont évidemment une quote-part qui est plus élevée de cet ensemble-là. Et ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que l'ATP Media commercialise les droits de l'ensemble en fait de l'ATP Tour, c'est-à-dire aussi des tournois de catégorie inférieure que sont les ATP 500, 250, la compétition qui s'appelle Next Gen à Milan, qui est très innovante avec les jeunes de moins de 21 ans, et puis donc le Masters que j'évoquais. Ça, c'est en bundle sur chaque territoire. Et nous, s'agissant de notre RPM, là, je vous ai remis à l'écran. Vous voyez l'écran? Oui. Ouais. Voilà. Donc nous, on a une couverture dans plus de 200 territoires, chez 54 diffuseurs, et il est également relayé ce tournoi sur la plateforme OTT de l'ATP Media qui s'appelle Tennis TV et pour laquelle on compte 100 000 abonnés. C'est un prix de $110 l'abonnement par an, avec une formule mensuelle un peu comme fait Amazon Prime également. Et donc, s'agissant de nous, notre couverture télévisée en France du Rolex Paris Masters, c'est Eurosport qui est le partenaire du tournoi jusqu'en 2023, qui retransmet l'intégralité du tournoi à la fois sur la chaîne Eurosport 1 pour tout ce qui est cours central et les autres cours, c'est retransmis sur Eurosport Player. Et en fait, ce dispositif-là, il a été accompagné cette année et jusqu'en 2023 de la retransmission en clair des 2 demi-finales et de la finale sur C8 au sein du groupe Canal+. Mais avec là encore pas des revenus spécifique là-dessus, ce qui est pour nous, comment je dois le positionner, une source de croissance. On aimerait pouvoir tirer plus de valeur de cette retransmission en clair du RPM. Quand on voit la qualité de la finale hier, absolument exceptionnelle, un des tout plus beaux matchs de l'année sur le circuit du jeu professionnel. Oui, peut-être pour compléter ton propos, Amélie, c'est vrai qu'on a montré que Roland-Garros fonctionne bien, les droits médias sont une source de revenus très importante. Le RPM, dans le cadre de ce pooling, fonctionne aussi plutôt bien, en tout cas sur la partie payante. Sur la partie gratuite, voilà, ça fonctionne bien aussi, mais on aimerait pouvoir davantage valoriser les droits. Et en creux encore, il y a encore
un niveau supplémentaire de tournois de tennis qu'on lui a en France. Vous savez qu'on a des ATP 250, masculins et féminins. Donc, on a 4 tournois masculins et 2 tournois WTA. Et en réalité, je pense qu'il faut le dire ici aujourd'hui, l'économie pour la diffusion de ces tournois est plutôt difficile. Ces tournois sont diffusés aujourd'hui sur beIN, mais c'est vrai que chaque année, la diffusion reste difficile. Donc, si Roland-Garros est le navire amiral et se porte bien, pour les autres tournois sur le territoire national, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ok. On a parlé lors des précédentes éditions avec tous les acteurs, notamment que ce soit le foot, d'autres disciplines aussi émergentes, sur ces nouveaux modèles de diffusion. Et je veux parler notamment de tout ce qui pourrait être une sorte de Spotify du foot, c'est-à-dire de pay-per-view. Et également, on a parlé, et d'autres ont parlé, avec allusion, puisque lorsque vous parliez notamment de l'innovation avec cette diffusion dans une logique de diffusion du sport pour tous, j'aurais dire cette finale là, des juniors, on est dans une sorte de réflexion soit faire la promotion d'un service public de l'exposition du sport, un service, une chaîne publique du sport quelque part, tout en voyant que le linéaire est un mode qui parle à certaines personnes, mais pas à toutes les générations de pratiquants, et qui peut-être sont plus dans une demande d'adaptabilité, de flexibilité, de communauté en fait, et d'adhésion à une communauté. Donc, quel est un peu votre sentiment, vous, sur l'évolution de la diffusion du sport et entre les modèles que je viens d'évoquer, les tendances? Et qu'est-ce que vous en pensez du point de vue de votre discipline? Cédric, quand vous évoquez un Spotify du sport, qu'est-ce que vous voulez… Enfin, en gros, ce serait l'idée que sur une seule même plateforme, on puisse faire son marché sur son application mobile entre tout un tas de retransmissions. C'est ça le point? Alors, on va prendre l'exemple du foot, c'est plutôt le supporter de foot et téléspectateur qui va choisir les matchs auxquels il souhaite assister et non pas partir dans une formule d'abonnement ou d'engagement de l'intégralité des matchs de chaque journée du championnat. On est plus dans du pay-per-view en fait. Voire des formules. Avec ça, il y a aussi la formule, je dirais, d'un canal où tous les sports seraient diffusés avec cette même logique de je choisis mon programme multisport. Enfin, je suis dans l'adaptabilité, la flexibilité. Enfin voilà. Ouais. Tout ça dans le but, effectivement, de toutes les générations, hein, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que le mode linéaire et la télé est peut-être un canal de moins en moins utilisé. On peut peut-être le constater chacun lorsqu'on a des enfants en bas âge qui sont plus dans des autres outils comme les services OTT notamment. Mais qu'est-ce que voilà, juste votre sentiment là-dessus? Oui. Je pense que, enfin là, je dis un peu mon sentiment personnel. On est, nous, déjà dans une étape compliquée où on essaye au sein du T7 qu'a décrit Will tout à l'heure, c'est-à-dire les 4 tournois du Grand Chelem, l'ATP, la WTA et la Fédération internationale, de rechercher des alignements d'un type nouveau avec certains de ces acteurs qui aujourd'hui militeraient pour qu'il y ait davantage de pooling de nos droits médias de façon à revaloriser le produit tennis au plan mondial. Nous, on en comprend l'intérêt de ces discussions, mais on voit la lenteur avec laquelle elles progressent du fait de l'éclatement de cette gouvernance. Et c'est un vrai point aujourd'hui de questionnement pour nous. On regarde avec beaucoup d'intérêt, j'ai envie de dire beaucoup d'applications ce sujet, mais il progresse lentement. Moi, je pense que par rapport à l'idée d'un Spotify du sport, il y a 2 éléments de réponse contradictoires. Il y en a un où on se dit que ça se prêterait extraordinairement bien au produit tennis parce que on voit que les fans le sont d'un joueur.
Donc, vous êtes extraordinairement fan de Roger Federer et vous êtes prêt à payer très cher pour suivre l'ensemble des matchs de Roger à travers les grands chelems, l'épopée. Daniil Medvedev est quelqu'un qui aujourd'hui commence à générer une cote d'amour qui est très, très intéressante. Et ce serait tout à fait, comment dire, dans l'air du temps de penser qu'on aurait un tas d'abonnés qui s'abonnent au match de Daniil et qui le suivent tout au long de son épopée. Simplement, le risque qu'on voit à ce type de choses, c'est que typiquement, nos tournois se pensent comme une épopée. Ce qu'a fait Hugo Gaston au cours du tournoi du Rolex Paris Masters est une épopée qui démarre dans les qualifications. On a un bonheur à le suivre parce qu'on est dans la mouvance de ce tournoi et qu'on voit au fil des jours, on le voit grignoter, etc. Donc, il ne faudrait pas qu'en ne suivant plus que des joueurs et un fan, par un fan, on perde la saga que représente et la dynamique que représente un tournoi dans son… Je crois qu'il y a deux vitesses en fait pour nous. Il y a une première vitesse où on peut imaginer un feuilleton. J'ai envie de suivre Roger Federer à l'année. Et c'est vrai que c'est qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Et on sait qu'il s'entraîne dur. On voit les tournois et on aimerait bien savoir comment un gars à 40 ans revient dans sa préparation. Et il y a des fans dans le monde qui seraient capables de suivre un feuilleton tous les jours quasiment. Et le prix est de payer pour voir ce qu'il fait. Voir un peu de minutes d'entraînement. Mais je crois que je reviens à ce que dit Amélie. Il y a un deuxième aspect, c'est le tournoi en lui-même est un véritable feuilleton. Et là, le parcours d'un joueur dans un tournoi, c'est quelque chose d'indépendant. Voilà, on a deux produits. Ce qui est étonnant, c'est que le premier produit n'existe pas encore. Et moi, je crois qu'il serait très intéressant. Parce que moi, il y a des joueurs aujourd'hui qui m'interpellent dans leur préparation, Zverev, etc., de leur personnalité. Et ça n'existe pas. Mais dans les tournois, je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce stade-là. Est-ce qu'on peut faire le lien, parce qu'on n'en a pas parlé, vous n'avez pas parlé, la FFT TV, pardon. Oui, alors ça, c'est une question sur laquelle on a beaucoup planché. Et nous sommes en train de mettre en sommeil FFT TV. On est en train de mettre en sommeil cette initiative OTT qui avait été lancée il y a 2-3 ans parce que notamment les coûts auxquels on parvenait sur la retransmission en live des compétitions de terrain étaient absolument prohibitifs. Donc, on perdait un argent dingue avec une audience qui était honnêtement aussi pour des raisons d'ergonomie, hein, pas que de manque de public, mais qui était tout anecdotique. On se retrouvait à retransmettre de manière très coûteuse l'Open de Calvi et on avait 12 spectateurs sur la plateforme. Donc ça, c'était quand même super problématique. Et la manière dont on aurait pu utiliser la plateforme FFT TV sans cette dimension de live streaming, c'est-à-dire avec une sorte de bibliothèque de contenu, on va garder cette partie-là de l'équation, mais on va le faire différemment en réaménageant notre chaîne YouTube pour y trouver beaucoup plus de contenu qu'on est en train de développer. Pour nous, l'audience était beaucoup plus forte et beaucoup plus facile à gagner, à reconquérir sur la partie YouTube. Ce qui était assez étonnant d'ailleurs sur cette télévision, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il était sur FFT TV que les nouveaux licenciés ou les débutants en tennis allaient sur cette plateforme chercher des tutos pour apprendre à jouer au tennis. Et c'était cette partie-là qui était la plus regardée paradoxalement par rapport à ce qu'on attendait des tournois, même des petits tournois, mais au moins d'avoir un outil. Voilà, donc on va maintenir cette partie-là. Et puis, malheureusement, le coût de production, alors peut-être qu'on en faisait trop aussi, mais le coût était trop important. Alors, j'avais une dernière question. Hein. C'est la question bateau. Peut-être juste, je ne sais pas, Cédric, si ça… Pardon, juste sur le sujet des plateformes, des plateformes OTT. On a mené une initiative de ce type-là qui a plutôt, elle, bien fonctionné au Brésil, Émilie. Oui, absolument. En 2019 et 2020, on a lancé, puisque on avait plutôt moins bien vendu nos droits sur le Brésil, on avait réservé les droits digitaux et donc on a lancé cette initiative qui était une plateforme OTT avec l'intégralité des matchs
disponibles sur cette plateforme. Et ce qu'on a constaté est assez intéressant puisque cette plateforme digitale donc, a coexisté avec notre diffuseur local Bandsport. Et on s'est rendu compte que les audiences de Bandsport en 2019 et 2020, pendant qu'on opérait cette plateforme de notre côté, ont augmenté. Donc, clairement, il n'y a pas eu de cannibalisation de cette offre digitale sur la partie broadcast. Et d'où c'était plutôt un move défensif qu'on a fait au départ. Et en réalité, lors du prochain cycle de droit, comme vous l'a dit Amélie tout à l'heure, ça nous a aussi servi puisque le diffuseur local s'est dit, bon, bah, finalement, moi, ces droits-là, je les veux bien et je pense que c'est intéressant, il y a du potentiel. Donc maintenant, je vais prendre les droits linéaires et non linéaires. Mais en tout cas, c'était une expérience qui était extrêmement intéressante. Donc, on sait aujourd'hui opérer une plateforme OTT et y diffuser l'intégralité des matchs. Comme vous le disiez, Amélie, le modèle économique est aujourd'hui un petit peu plus incertain en termes de rentabilité. Parce que là, sur la dernière commercialisation, il n'y avait pas de lot spécifique non linéaire. Non, en fait, on s'adressait dans l'appel d'offres, si vous parlez de l'appel d'offres France, on s'adressait et aux diffuseurs traditionnels et aux plateformes permettant une exploitation voilà, OTT par une plateforme. OK. Non, ma dernière question, elle était liée… Et peut-être simplement… Non, vas-y, allez-y. Je voulais juste ajouter, pardon, juste un micro-point, mais en dehors donc du développement de la chaîne YouTube, on va aussi développer les contenus sur la plateforme OTT qui est développée par le CNOSF. Sport en France? Sport en France. OK. Pardon, Cédric. Non, mais je vous en prie. Non, parce qu'on a évoqué beaucoup de sujets, notamment avec l'Agence nationale du sport, sur tout ce qui est dotation et fonds de dotation audiovisuelle pour l'aide à la production audiovisuelle et à l'exposition. Et notamment, on a bien vu qu'il y avait un sujet d'accompagnement de la part des fédérations, mais aussi de l'Agence nationale du sport, et on pense bien sûr à des tournois locaux, j'ai envie de dire, ou à plutôt je dirais, participer aussi au financement et au développement d'une forme de numérique, c'est-à-dire d'exposition numérique de tous les championnats amateurs, notamment pour pouvoir donc toujours la même chose, animer une communauté territoriale, on va dire, et encourager la pratique. Non, je voulais revenir sur la dernière question, c'était bien sûr le fait que on a parlé beaucoup de rupteurs, on a vu qu'il y a beaucoup de stratégies que vous employez, d'une part, donc, dans le mode de commercialisation, d'exposition, et également donc, de promotion des nouvelles disciplines, également de combinaison. Je pense que c'est intéressant, effectivement. Vous disiez, Président, sur des stages peut-être d'échecs et de tennis à la fois, comme on voit des stages d'anglais. D'ailleurs, j'ai pu voir ça dans un club ici d'anglais et de tennis, c'est-à-dire donc d'aller toujours donc d'avoir cette dimension très inclusive. Très clairement, il y a également un autre point, et on l'a vu d'ailleurs, je fais référence à ce que j'ai pu vivre aussi, un de ces matchs Gaston, c'est-à-dire, je dirais, la passion que peuvent avoir les Français, et ils peuvent devenir très vite de nombreux supporters de Français qui gagnent, et on l'a vu lorsqu'ils gagnent aussi, mais en tout cas de Français qui gagnent. Et on a vu effectivement lors de ce tournoi-là un jeune garçon qui avait une personnalité et qui a mis une ambiance de feu dans un stade, alors sorti indoor, alors peut-être que c'est ça, mais l'impression en tout cas à titre personnel que j'étais dans un match de foot. Donc c'est vrai que c'était une ambiance qui a, je pense, participé aussi déjà à faire parler du tennis, à faire parler de ce tournoi-là. Donc ma question, elle est très claire, c'est sur votre politique tournée vers justement l'accompagnement des pros français, et voilà, est-ce qu'il y a un objectif aussi et je dirais une politique bien spécifique pour pouvoir faire et compter sur ce cercle, cette dynamique vertueuse, plus il y a de Français qui brillent, et je pense plus il y aura une valorisation, justement, à mon avis, on peut imaginer une valorisation plus grande des droits domestiques français également, et de la part des diffuseurs français, en tout cas une appétence plus grande à acquérir les droits.
Alors, comme je vous le disais au début, une fédération a un double objectif, hein. Le premier objectif, c'est le développement de la pratique pour tous et partout. Il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je faisais référence tout à l'heure à 1920, la mission première de la Fédération française de tennis, c'était développer la pratique et permettre à des champions d'évoluer, s'occuper de ces clubs et de ces licenciés. Et puis, au fil des années, est arrivé ce magnifique outil Roland-Garros qui a développé la fédération et qu'on pourrait mettre à part, puisque c'est ce qui nous permet de financer nos développements. Bien évidemment qu'aujourd'hui, dans notre objectif prioritaire pour une fédération, le développement de la pratique, la santé, le tennis inclusif, les discriminations, l'éco-responsabilité, c'est notre priorité. Le deuxième sujet, même si c'est moins de 1% de nos licenciés, 99%, et vous l'avez dit, de la visibilité et de l'attention, c'est le haut niveau. Et là, aujourd'hui, on a effectivement une fédération qui est remarquablement structurée parce qu'on a 7500 clubs, qu'on a des enseignants et quasiment les meilleurs. La preuve en est, c'est que Medvedev a un Français, c'est que le Canada s'est doté d'une équipe française depuis 15 ans qu'on a rapatriée en France. Oui, il y a un travail à faire sur l'émergence de nouveaux champions. On a, je pense, privilégié les années précédentes beaucoup la performance et pas la formation. On a mis un peu la charrue avant les bœufs, si je peux me permettre, et qu'on est arrivé avec des jeunes qui n'étaient pas, qui étaient peut-être bons très très jeunes, mais pas matures et pas prêts. Donc nous, on a mis en place, qu'on a présenté donc au Congrès fédéral ce week-end, une politique d'accompagnement, de mentorisation, c'est-à-dire qu'on va utiliser nos anciens champions, Amélie Mauresmo, Yannick Noah, Bartoli, les meilleurs pour accompagner. Alors, ils ne pourront pas les accompagner 32 semaines parce que être coach, c'est 32 semaines sur le circuit dans le monde, mais pouvoir leur donner et les accompagner. En revanche, on a aussi, nous, l'émergence dans notre sport du privé qui arrive, c'est-à-dire que nous sommes fédération, mais je ne vais pas dire en concurrence parce que nous sommes complémentaires, mais il y a les académies privées qui sont arrivées, Mouratoglou, Thierry Assion, j'en passe, comme d'ailleurs il y a très longtemps les Bolitieri ou Hopman aux États-Unis, et nous avons à jouer avec ces gens-là. On peut estimer que le rôle d'une fédération comme la nôtre, c'est d'accompagner les jeunes au moins jusqu'à 14 ans. Nous avons tout pour le faire. On a tout pour le faire après, mais à 14 ans, on est confronté à un choix de la part de nos jeunes, un choix qui est aussi le choix des parents d'aller dans telle ou telle direction. Et parfois l'arrivée aussi de l'intérêt financier, de l'argent, fait que des académies proposent déjà des marques de l'argent pour aller pour partir dans le privé. On n'y est pas opposé, puisque dès lors que les coachs, l'environnement est bon, nous sommes prêts, nous, à continuer. C'est ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui avec des jeunes. Je vais parler de Elsa Jacquemot, qui est une jeune joueuse qui a gagné Roland-Garros en junior, qui était numéro 1 mondial junior, qui a maintenant 18 ans et qui a souhaité aller s'entraîner chez Mouratoglou. On a bien évidemment accepté, en revanche, et d'accompagner financièrement son parcours, parce que notre objectif, c'est Paris 2024. Donc aujourd'hui, on met réellement une stratégie en place pour être fin prêt pour Paris 2024, aussi bien pour les Jeux olympiques que pour les Jeux paralympiques, hein, même si on a déjà gagné à Tokyo une médaille d'or sur les paralympiques, mais on souhaite réellement amener à la France des médailles. Donc on a revu par un certain nombre d'actions sur le terrain, notamment sur le sport féminin, où on a très très sincèrement, alors j'utilise un terme de tennis, un trou dans la raquette depuis quelques années, puisqu'on a aujourd'hui un manque de jeunes joueuses, et tout simplement parce qu'au niveau de nos territoires, nous n'avons pas fait le travail de détection, de repérage à la base. Voilà, donc il y a tout un chantier sur le haut niveau pour permettre effectivement à la France et au tennis d'avoir une belle vitrine. Et quand on voit, alors en revanche, on ne pourra pas changer leur personnalité. La personnalité d'Hugo Gaston est assez exceptionnelle. On voit des joueurs plus introvertis et qui ont du mal à communiquer. Et puis, comme Gaël Monfils, qui s'épanouit devant du public, là, c'est effectivement une richesse pour le sport français et pour nous, pour la fédération. On peut dire effectivement qu'avec Hugo Gaston, cette semaine, on a vécu. Hugo Gaston est un bon exemple parce qu'il ne fait pas 1,98 m.
il n'est pas dans le format des joueurs aujourd'hui sur le circuit, mais il a d'autres qualités. Et c'est aussi nous permettre, en évitant de faire de l'ultra sélection très jeune, de permettre à tous les types de joueurs de s'exprimer. Et c'est le cas d'Hugo qui arrive, on ne peut pas dire sur le tard, parce qu'il est quand même pas bien vieux à 21 ans, mais d'arriver à ce niveau-là maintenant. Il est sélectionné parmi les meilleurs là, cette semaine à Milan pour ce que l'ATP appelle la nouvelle génération des joueurs. Il en fait partie. Donc, ça veut dire qu'on a inscrit quasiment 2 joueurs. On en a un autre qui s'appelle Hugo Humbert, qui vient de Metz, qui est 26e mondial et qui a aussi un jeu, une personnalité, et que nous, fédération, on continue à aider, à accompagner. Je pense c'est intéressant, Hugo Gaston, parce qu'il me semble qu'il est entraîné à Toulouse en plus. Enfin, je veux dire, Hugo Gaston, il a fait partie du système fédéral jusqu'à il y a 2-3 ans. Ensuite, il était ici à Paris et il est revenu dans sa ville de Toulouse. Il a retrouvé son entraîneur qui lui avait appris à jouer dès l'âge de 9 ans. Il a gardé son entraîneur et sur le bord du terrain, c'est son entraîneur de club qui continue à l'accompagner maintenant. Donc c'est effectivement une belle aventure et j'espère qu'il n'est pas fini pour lui. Oui, et c'est bien parce que ça montre tout le dynamisme et la compétition saine qu'il peut y avoir entre justement donc, toutes les régions du tennis. Vous parliez de Mouratoglou, effectivement, c'est un club qui est ici dans les Alpes-Maritimes à Sophia Antipolis. Moi, j'avais eu l'occasion de le visiter. Ce qui est intéressant dans l'exemple que vous avez donné, c'est le choix qu'a fait cette joueuse longue et cet accompagnement que vous avez eu, j'ai envie de dire, qui n'est pas une compétition pour le coup entre la Fédération des académies, mais bien un projet autour du joueur, puisque vous avez j'ai envie de dire, eu comme point d'attention l'épanouissement de cette joueuse en vue de Paris 2024. Ce qui semblait, en tout cas, aussi un avantage de cette académie-là, en tout cas sur le papier, par rapport à peut-être au profil très jeune des jeunes joueurs et joueuses et de cette nécessité d'être formés assez jeunes et de devoir faire des choix jeunes, mais qui engagent peut-être pour une vie, c'est aussi cet accompagnement, cette possibilité de double projet assumé, puisque je crois qu'il y a des accords avec des universités américaines. Je fais le lien avec ce qui se passe en France. Est-ce que là aussi, il y a des points et peut-être des améliorations et des aménagements encore plus à envisager en France pour qu'il y ait justement aussi cet accompagnement double projet avec des grandes écoles, universités françaises? Est-ce qu'il y a des choses à dire de ce côté-là aussi ou pas? Alors, il y a deux aspects que je voudrais compléter dans la politique sportive qu'on a mis en place. C'est qu'on va réouvrir, on fait souvent un peu machine avant, machine arrière, mais on va réouvrir ce qui existait par le passé, qui étaient les pôles. Le pôle fédéral. Il y en avait un peu de partout. Ils ont malheureusement été fermés par l'équipe précédente et nous nous rendons compte qu'on a besoin de garder, moi, ce que j'ai appelé des centres de haute performance de proximité. Bon, j'ai été président d'une ligue Auvergne-Rhône-Alpes, une grande ligue, et je me suis rendu compte que les jeunes, pour éviter qu'à l'âge de 12 ans, on les envoie en région parisienne lorsqu'ils viennent. Alors, je peux même parler des territoires d'outre-mer, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il y a un bilan catastrophique de jeunes joueurs qui sont venus de la Guadeloupe et de la Martinique à l'âge de 12 ans parce qu'il n'y avait pas de structure là-bas. On va monter aussi des centres de haute performance sur nos territoires d'outre-mer avec la volonté de garder les jeunes le plus longtemps possible dans leur environnement familial. On parlait d'éducation et c'est important. On mène, nous, le double projet. On a aujourd'hui la volonté avec une personne qui s'appelle Alexandra Fuset, qui est une ancienne joueuse et professionnelle et qui va travailler sur le double projet. Alors, on a la chance d'avoir un certain nombre de possibilités avec le CNED, avec le e-learning qui fonctionne, mais dès lors que quelque chose sera mis en place sur le plan national avec des universités américaines. On a le cas aujourd'hui, mais c'est plus tard. Nous, on est déjà sur le CNED, le e-learning, mais on souhaite garder nos jeunes dans leur environnement familial le plus longtemps possible. Donc pour ça,
aller vers un système nouveau aussi, d'émulation, de compétition entre les jeunes, alors que on était plutôt parti sur une tendance très très vite à avoir un entraîneur, un joueur. Nous, on croit beaucoup à l'émulation, on croit beaucoup au rassemblement, on croit beaucoup au stage qui avait disparu. Donc, on va essayer de recréer ces centres de haute performance dans chacun des comités départementaux. La fédération a la chance d'avoir des centres départementaux, des centres de ligue, donc des infrastructures pour permettre de garder les jeunes dans leur environnement le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, il faut partir effectivement éventuellement au CNE à Paris, mais dans les académies également. C'est le choix généralement des joueurs et des parents, et on n'y est pas du tout opposé. Il est important qu'un jeune, à partir de 15 ans, 16 ans, trouve le bon entraîneur, et le bon entraîneur qui lui correspond, parce que c'est une relation de confiance, peut se retrouver. On a aussi une jeune qui a gagné les petits As à Tarbes, qui a donc c'est les moins de 12 ans, qui a gagné le tournoi et qui a décidé, et elle était entraînée à Paris, d'aller s'entraîner en Espagne. Et on n'y est pas du tout opposé, on va continuer à l'accompagner. En revanche, dès lors que nous, fédération, nous finançons, nous souhaitons être consultés sur le projet. Si le projet n'est pas bon, si on estime que le projet n'est pas bon parce que l'environnement n'est pas sérieux, etc., eh bien, on stoppera les financements. On souhaite rester maître du projet avec, bien évidemment, l'environnement, les parents et les enfants. Okay. Bon, alors, merci. Simplement un petit mot, pardon Cédric, un tout petit mot pour parler des universités américaines. On a un exemple extraordinaire, c'est le jeune Rinderknecht aujourd'hui qui va être sélectionné en Coupe Davis bientôt, qui a fait un parcours qui n'était pas très très précoce dans ses résultats, qui est parti aux États-Unis, qui a fait les universités américaines et qui nous revient maintenant. Il est 61e mondial. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans les 100 premiers avec des résultats comme ça peut tout à fait prétendre demain à rentrer dans les 20 et pourquoi pas aller vers une médaille. Donc, un parcours atypique, mais je dirais que tous les chemins sont possibles pour mener au haut niveau. Oui, tout à fait. Bon, sachant que je fais la promotion, moi, des universités françaises et des grandes écoles françaises. Mais pas des... Non, mais c'est effectivement importer effectivement cet état d'esprit, la valorisation du sport tel qu'il est et la promotion du sport tel qu'elle est faite aux États-Unis, en tout cas dans le monde des universités et de l'enseignement, quoi. Ça, c'était surtout sur ça que je pense que collectivement, on a besoin peut-être de se challenger aussi mutuellement pour qu'on ait vraiment cette intention politique forte de rendre la France une nation réellement sportive. Voilà, moi je vous remercie. J'ai terminé pour les questions. Régis Juanico a dû nous quitter. Donc, je vais faire en même temps la conclusion, à moins que vous ayez quelque chose, donc une dernière chose à ajouter avant qu'on se quitte. Non ? Bon, merci à tous les trois, en tout cas pour ces éléments-là. Donc, on prend bien volontiers les slides que vous avez, sur lesquels vous avez bien travaillé, de manière à ce que ça puisse alimenter. On vous remercie, je vous remercie de cela, cette mission de formation. Et puis, bonne chance pour tous ces projets. Et en tout cas, on aura d'autres sujets, notamment réglementaires, peut-être sur la manipulation des rencontres sportives, et notamment avec un phénomène et préserver aussi et lutter contre la précarisation de certains joueurs et joueuses de tennis, qui est aussi je dirais, des points aussi de vigilance qu'on peut avoir. Et bien sûr, de préserver l'éthique de votre sport. Et ça, je sais que vous êtes les premiers à le défendre. Merci en tout cas à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous.